Bonjour, chers téléspectateurs. Très heureux et très content de nous retrouver en ce samedi 23 novembre 2024 pour notre rendez-vous avec Grand Angle. Aujourd'hui, nous allons essayer de donner quelques informations et ensuite nous allons passer à la thématique principale. Et en termes d'information, nous voulons vous dire qu'il y a une mission du Fonds monétaire international qui a séjourné au Congo. À quoi sert le FMI? Le Fonds monétaire international, FMI, a été fondé en 1944 et comprend aujourd'hui 188 pays membres. Sa mission principale est d'aider un pays confronté à une crise financière. Généralement, il s'agit d'un pays qui a une balance des paiements régulièrement en déficit. Cela signifie que le pays a importé davantage de biens et de services qu'il n'en a exportés. Cette balance comprend également les entrées de capitaux lorsqu'un agent non résident investit dans le pays et les sorties lorsqu'un agent du pays fait un placement à l'étranger, par exemple. Le déficit de sa balance des paiements peut être comblé grâce aux réserves de devises convertibles, comme des dollars ou des euros, détenues par la Banque centrale du pays. Cependant, lorsque ces réserves s'épuisent, le pays ne peut plus payer ses importations puisqu'il doit les payer en devises convertibles. De plus, personne ne veut lui prêter de l'argent. Une balance des paiements en déficit entraîne donc un épuisement des réserves de devises et une impossibilité d'emprunter. C'est dans cette situation désespérée que le pays fait appel au FMI, qui peut alors lui accorder un prêt. En contrepartie, il lui impose des conditions sous forme de mesures qui visent à réformer l'économie du pays afin d'éviter de nouvelles crises. Concrètement, il peut s'agir de réduire les dépenses de l'État en privatisant les entreprises publiques ou en diminuant les salaires des fonctionnaires, par exemple. Augmenter les recettes de l'État en augmentant les impôts, par exemple, ou encore ouvrir le pays aux investissements étrangers et au commerce international. L'argent prêté provient des États membres qui versent chacun une contribution au FMI. Cette contribution définit la quote-part. En effet, lorsqu'un pays adhère au FMI, on lui attribue une quote-part basée en partie sur son poids économique, grâce au PIB notamment. Tous les 5 ans, les quote-parts peuvent évoluer pour prendre plus ou moins en compte les évolutions du poids économique de chaque pays. Plus la quote-part est élevée, plus le pays versera une contribution importante au FMI et plus il disposera de voix lors des votes organisés pour prendre les décisions. Actuellement, 12 pays détiennent 60% des quote-parts, dont 17,5% pour les États-Unis. Certaines décisions requièrent une majorité de 85%, ce qui donne aux États-Unis un droit de veto. Aujourd'hui, le FMI subit une crise de légitimité, car la quote-part des pays émergents, comme le Brésil ou la Chine, est encore perçue comme trop faible par rapport à leur poids économique. En outre, l'efficacité des mesures qu'il impose est souvent remise en question. Il faut que les Congolais sachent que nous avons signé un programme en janvier 2002 pour un programme triennal en vue d'une facilité élargie de crédit en janvier 2022 et le programme est en train de s'achever. Les gouvernants avaient pensé que ce programme nous aiderait à sortir de la crise, mais vous voyez bien qu'on s'est davantage enfoncé dans la crise. Mais il y a une mission du Fonds monétaire qui a séjourné pour un mois octobre et les discussions se sont poursuivies à Washington lors des assemblées générales du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Et on peut dire que leur voyage avait pour but de préparer la 6e et dernière revue de notre programme. Mais je vous rappelle aussi que les 5 premières revues ont été déclarées satisfaisantes. La 6e le sera probablement. Mais le problème du Congo n'est pas résolu. Nous sommes toujours et toujours dans la crise et nous ne sortons pas comme les gouvernants l'avaient espéré. Déjà, vous regardez que lorsqu'on a vu l'avant-projet du budget de loi des finances 2025, nous avons projeté la croissance en 2025 à 3,8%.
Le Fonds monétaire la projette à 2,6%. C'est un niveau qui ne nous permet véritablement pas de sortir de la crise et de résoudre fondamentalement nos problèmes. Le Fonds monétaire a également tenu à relever que le taux d'inflation sera visiblement supérieur à la norme communautaire, c'est-à-dire 3%. Et le Fonds monétaire a exhorté le gouvernement à continuer à se focaliser sur un certain nombre de problèmes, dont un problème que vous connaissez bien, qui nous a enfoncé, dit-on d'après les gouvernants, dans la situation que nous connaissons, c'est l'amélioration de la gestion de la dette. Et à ce niveau, je dois vous dire, souvent les gouvernants ont choisi de donner en termes de pourcentage, qu'on est à 92%, on est à 93%. Moi, je préfère donner les chiffres réels. Et en termes de chiffres réels, notre dette avait pu être réduite à 1 565 milliards en 2010. En 2015, elle est passée à 3 036 milliards. Donc, vous voyez qu'elle a pratiquement doublé. Et en 2020, elle est passée à 6 596 milliards pour atteindre 8 497 milliards en 2023. Et vous voyez bien que ça ne fait que progresser. Et c'est ça. C'est sur ça que les gouvernants s'appuient pour dire qu'ils ont pris l'option de payer la dette au détriment des salaires, au détriment des pensions, au détriment d'un certain nombre de dépenses. Et pourtant, les salaires, les pensions et les bourses sont des charges incompressibles. Mais cette dette, elle ne fait que monter. C'est un défi que le gouvernement doit résoudre et nous osons espérer qu'à partir de 2025, le gouvernement prendra des dispositions pour que tous les salaires soient payés, les pensions et les bourses soient payés de façon concomitante. Parce qu'on ne va pas continuer à tolérer qu'on paye les fonctionnaires, puis pas tous les fonctionnaires, ceux des grandes villes, et que les autres sont dans une situation particulière. Nous avons certainement des problèmes de gouvernance, mais il faut que ces problèmes soient fondamentalement résolus. Donc, je peux vous dire que c'est comme pratiquement une garantie. La 6e revue sera déclarée satisfaisante, mais la nouveauté, l'information que je tiens à vous donner, c'est que le Congo ne sera pas sorti de sa crise économique et financière. Au-delà des déclarations que les gouvernants font, c'est extrêmement difficile. Et ensuite, s'agissant de l'année 2025, je tiens à attirer l'attention des gouvernants parce qu'il y a un certain nombre d'institutions financières qui ont commencé à attirer l'attention sur le fait que le pétrole risque de connaître une baisse sérieuse, drastique en 2025 et que pour certaines institutions financières, le pétrole pourrait descendre jusqu'à 60 $. Et ça, il faut que le gouvernement regarde sa copie dès maintenant parce que dans le budget, l'avant-projet de budget, nous avons prévu le dollar à 74 $. Maintenant, l'autre information que je tiens à vous donner, elle est liée un peu à la réunion de la COP 29 qui vient de se tenir à Bakou, en Azerbaïdjan, parce que nous avons vu à travers plusieurs vidéos qui ont été réalisées par nos frères de la République démocratique du Congo, qu'il semblerait qu'il y ait eu à Bakou un problème de débat entre le Congo et la République démocratique du Congo sur le problème du leadership en ce qui concerne ce que l'on appelle le bassin du Congo. Et le problème est posé par les internautes de manière assez simple. Ils estiment que lorsqu'on parle du bassin du Congo, 60% couvre la République démocratique du Congo. Et tous les autres pays ne couvrent que 40%. Donc, il se pose la question de savoir pourquoi le Congo-Brazzaville veut s'accaparer du leadership de cette situation, parce que logiquement, naturellement, ils estiment que c'est la République démocratique du Congo qui devrait assurer le leadership. Nous constatons tout simplement que du côté de Brazzaville, on est resté très silencieux sur cette question et nous osons espérer que Brazzaville va donner les éclaircissements nécessaires aux compatriotes pour que nous comprenions, que nous réalisons exactement ce qui se passe. Maintenant, en ce qui concerne la thématique d'aujourd'hui, vous allez être surpris. En ce qui me concerne la thématique d'aujourd'hui, je pose sur une question simple. Pourquoi? Et vous comprendrez dans le développement que nous allons faire pourquoi nous nous posons cette question.
Vous savez que depuis plus de 10 ans, le Congo traverse une grave crise multidimensionnelle. Et vous savez aussi que les gouvernants actuels n'ont pas été en mesure d'apporter des solutions appropriées à cette crise. Je dois vous indiquer que lors du Conseil des ministres du 26 mai 2021, le gouvernement avait épinglé 5 crises majeures en ce qui concernait notre pays. Il y avait la crise sanitaire, la crise économique et financière, la crise sociale, la crise des valeurs et la crise sécuritaire. Curieusement, le gouvernement avait oublié, je crois qu'ils l'ont fait sciemment, la crise politique et la crise électorale. Ils sont véritablement des crises. Mais ce qu'il faut signaler, c'est que vu la gravité de la situation, les voix se sont élevées pour demander au gouvernement d'organiser soit les États généraux, soit un dialogue national inclusif pour que les Congolais se réunissent et aient l'intelligence de trouver ensemble des solutions. Ça a toujours été un refus catégorique des gouvernants pour des raisons que nous ne savons pas. Quand bien même les articles 227 et 228 de la Constitution prévoient la tenue du Conseil national de dialogue, qui est un organe de concertation, d'apaisement, de recherche de consensus entre les forces vives de la nation. Et ce que je dois dire aussi qui m'a surpris, qui nous surprend, c'est que la Constitution du 25 octobre 2015 avait prévu la mise en place de cette structure, de cette institution. Curieusement, elle n'a jamais été formellement mise en place. Et pour cause, alors que cette institution, ce Conseil national de dialogue, devait se préoccuper des problèmes politiques d'intérêt national. Et il y en a, puisque nous sommes dans la crise, et je pense qu'on aurait pu vivre de la situation. Maintenant, ce qui s'est passé en réalité, c'est quoi? C'est qu'en août 2018, le gouvernement avait mis, selon nous, la charrue avant les bœufs, en nommant Mbéry Martin, secrétaire permanent du Conseil national de dialogue. Mbéry Martin a lancé en septembre 2019 ce qu'il a appelé le processus constitutionnel du dialogue sans exclusion, qui avait 4 phases. Mais cette démarche n'a vu se réaliser que la première phase, et ça a été arrêté. Et les Congolais se sont posé la question, pourquoi il y a eu cet arrêt? Et pourtant, les problèmes sont extrêmement nombreux. Parmi les problèmes, nous allons essayer d'en épingler, et nous avons 3 ou 4, et nous allons essayer de les développer avec vous. Le premier problème, c'est la lutte contre la corruption. Et assez souvent, il est dit que la corruption est le cancer de l'économie. Et lorsqu'on regarde le projet de société qui s'exécute au Congo, il semble qu'il se dénomme Ensemble poursuivons la marche, c'est-à-dire la marche vers le développement. Ce qui, en d'autres termes, signifie qu'on ne peut pas rechercher le développement et tolérer la corruption, d'autant que le Congo est l'un des pays les plus corrompus du monde. Il fait partie du top 10 des pays les plus corrompus d'Afrique. Et sa note, son indice de perception de la corruption en 2023 était de 22 sur 100, c'est-à-dire véritablement médiocre. Nous classons pratiquement 158e pays sur 180 pays. Top 20 des pays les plus corrompus d'Afrique en 2022. La corruption érode la confiance, affaiblit la démocratie dans les pays d'Europe, d'Amérique et les pays les plus corrompus d'Afrique. Ceci entrave le développement économique et intensifie davantage les inégalités, la pauvreté, la division sociale et la crise environnementale. Sur tout le continent africain, la corruption est alimentée par un certain nombre de facteurs tels que l'instabilité politique institutionnelle et diverses formes de défis sécuritaires causés par les conflits violents. Transparency International utilise l'indice de perception de la corruption pour classer les pays du monde entier sur une échelle de 0 à 100, 0 étant le plus corrompu et 100 le moins corrompu. L'indice suit la corruption du secteur public dans le monde depuis 1995. Le dernier rapport de l'IPC a montré que le score moyen de l'indice en Afrique est de 33, soit le plus bas du monde. 1. Le Sud-Soudan. Ce pays a un score d'indice de perception de la corruption de 11, le plus bas du monde. 2. La Somalie. Ce pays a un score d'indice de perception de la corruption de 13. 3. La Libye a un score d'indice de perception de la corruption de 17. 4.
Le score d'indice de la perception de la corruption est de 17 en Guinée équatoriale. 5. La République démocratique du Congo. La RDC a un score d'indice de perception de la corruption de 19. 6. Le Burundi, ce pays d'Afrique de l'Est a également un score d'indice de perception de la corruption de 19. 7. Le Tchad a un indice de perception de la corruption de 20. 8. Le Soudan a un score d'indice de perception de la corruption de 20. 9. Les Comores. Le score de l'indice de perception de la corruption de cette nation insulaire est également de 20. 10. La Guinée-Bissau a un score d'indice de perception de la corruption de 21. 11. Le Congo. Le score de l'indice de perception de la corruption est de 21. 12. L'Érythrée a un score d'indice de perception de la corruption de 22. 13. Le Zimbabwe, l'indice de perception de la corruption est de 23. 14. Le Nigeria. Le pays le plus peuplé d'Afrique a un indice de perception de la corruption de 24. 15. La République centrafricaine a un score d'indice de perception de la corruption de 24. 16. Pour la Guinée, l'indice de perception de la corruption est de 25. 17. Le Mozambique. Le score de l'indice de perception de la corruption est de 26. 18. Le Madagascar. L'indice de perception de la corruption est de 26. 19. L'Ouganda. Le score de l'indice de perception de la corruption est de 27. 20. Le Cameroun. L'indice de perception de la corruption est de 27. On aurait espéré que les choses puissent bouger. Et pourtant, nous avons suivi, nous avons vu beaucoup de déclarations qui ont été faites, qui ont donné de l'espoir, mais qui ont finalement déçu, parce que dans la pratique, rien n'a bougé. La première déclaration à laquelle je pense, que vous connaissez bien, c'est celle qui a été faite par les chefs de l'État, le 14 août 2009, lorsqu'il déclare que je ne surprends personne en affirmant qu'en dépit des efforts des multiples, le Congo n'est pas, hélas, exempt de corruption, de concussion, de fraude, de détournement de deniers publics et de tout autre acte autant répréhensible que néfaste au bonheur collectif. Et il a précisé, ici, ce sont les gouvernants qui sont internes. Dites-moi, depuis tout ce temps, quel est le gouvernant qui a été interpellé? Et les Congolais savent. Parce que lorsque le président Sassou était opposant, il a fait une déclaration qui circule terriblement sur les vidéos. Et je vais essayer de traduire en français, puisqu'il s'est exprimé en lingala ce qu'il a dit. C'était pour dire, n'eût été mes responsabilités de dirigeant, mais je peux prendre les Congolais un à un, je les place devant moi et je lui dis, je t'avais placé là, je t'avais affecté là, tu as volé, etc. Et ça a été suivi de beaucoup d'acclamations. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président Sassou connaît les voleurs. Le président Sassou sait qui a volé, qui n'a pas volé. Mais pourquoi tant de silence pour un problème aussi important, surtout lorsque nous sommes en période de crise? C'est pour ça que nous disons, pourquoi ce silence? Pourquoi ce silence devant des faits aussi gravissimes? Et nous suivons la situation telle qu'elle se présente. Par la suite, le président Sassou a déclaré dans son message sur l'état de la nation en 2016, il a déclaré qu'il fallait que nous allions vers la rupture à l'endroit des mentalités déviantes, à l'endroit des comportements pervers, etc. Ça voulait dire, puisqu'il citait la corruption en bonne place, que l'option était prise pour que nous luttons contre la corruption. Mais lui-même, il a constaté en 2017 que le mot crise le mot rupture était tourné en dérision, même par des responsables à des niveaux extrêmement élevés. Et le mot crise, le mot rupture signifiait pratiquement crise. Mais il ne s'est pas lassé. Dans son message sur l'état de la nation en 2018, il a dit, face aux délits économiques, quels qu'ils soient, il n'y aura ni menu fretin, ni gros poisson. Tout passera dans la nasse de la justice et du droit. Seule prévaudra la loi. Et la question, pourquoi jusqu'à présent la loi n'a pas agi? Pourquoi il y a tant de cas et que nous n'avons pas
évoluer. Pourquoi? Et lorsqu'on sort de la présidence de la République, pour regarder un peu l'environnement, les institutions, etc., on rappelle que en février 2018, l'Assemblée nationale a déclaré aller en guerre contre les délinquants économiques. On ne sait pas, et je l'ai déjà relevé, on ne sait pas où s'est arrêtée cette guerre contre les délinquants économiques. Visiblement, rien ne se passe. Visiblement, ils sont extrêmement puissants, ces délinquants économiques, puisqu'on n'arrive pas à les poursuivre. Ensuite, toujours au cours de la même année. Mais les partis politiques de la majorité présidentielle ont déclaré qu'ils ne protégeaient pas du tout les coupables dans les affaires d'antivaleurs. Et on a toujours suivi. Ensuite, il y a eu les universités, des partis de la majorité présidentielle, où on a recommandé de traduire en justice toutes les personnes qui seraient impliquées dans les situations d'antivaleurs, quel que soit leur statut et quel que soit leur rang. Vous voyez bien que ce sont des paroles. Tout ça s'est caractérisé par un paradoxe terrible. Le paradoxe entre ce qui se dit et ce qui se fait. Et la corruption est là, la crise est là. Les Congolais s'enfoncent tous les jours davantage dans la misère et dans la souffrance. Et absolument, rien n'est fait. C'est pour ça que dans ce domaine, pour être pragmatique, j'ai choisi d'évoquer quelques dossiers que les Congolais connaissent. Mais je reviens parce que le problème n'est toujours pas résolu. Le premier dossier, vous le connaissez terriblement bien. C'est le dossier sur les excédents budgétaires qui sont estimés à près de 14 000 milliards, pour lequel, à un moment donné, avec deux autres compatriotes, notamment Diogène Séni et Jean-Pierre Agnambol, on a organisé une cérémonie de pétition pour lancer un appel à ce que l'on poursuive les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers. Mesdames et messieurs, distingués invités, mesdames et messieurs les responsables des partis politiques et leurs représentants, mesdames et messieurs les représentants des organisations de la société civile, mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, chères sœurs, chers frères, merci d'être venus si nombreux à cette conférence de presse. Merci pour votre nombre, votre qualité et votre diversité de profils qui contribuent à donner de la résonance à cette rencontre. En ces temps de grandes incertitudes, alors que la situation sociopolitique de notre pays est sclérosée, tandis que le peuple, privé du minimum, souffre chaque jour, nous apprenons tous les jours dans l'actualité, aussi bien nationale qu'internationale, divers scandales financiers. 3 Congolais, par ailleurs présidents de partis politiques, ont décidé, en tant que citoyens, d'initier cet échange autour des questions d'intérêt national. Je vais donc brièvement vous les présenter. Il s'agit de M. Clément Mirassa, président du Parti social-démocrate congolais, PSDC en sigle, financier, statisticien, plusieurs fois ministre, connu pour ses différentes prises de parole publiques sur les crimes économiques et les biens mal acquis, co-initiateur de la lettre ouverte au président de la République prévue dans la conférence nationale souveraine de 91. Monsieur Jean-Pierre Agnambol, président du Parti du Peuple, ingénieur eaux et forêts, ancien secrétaire général du ministère des Eaux et Forêts, expert et consultant international, signataire en 91 de la lettre ouverte au président de la République prélude à la conférence nationale souveraine. Messieurs Mirassa et Agnambol ont joué un rôle important dans l'avènement de la conférence nationale souveraine. C'est donc comme en un passage de témoin que M. Enda Diogène Séni s'est joint à cette initiative. Il est président de la Ligue panafricaine Umoja Congo, spécialiste en management et en intelligence économique, enseignant et co-auteur de nombreux ouvrages. À présent, chères sœurs, chers frères, sans plus tarder, je vais donc donner la parole à M. Mirassa. Au cours de cette rencontre, nous souhaitons que nous échangeons, ou plutôt que nos échanges s'appesantissent sur la lutte
contre la corruption, au regard des nombreux cas connus dans notre pays et à la lumière des derniers cas comme le Figagate, les 25 milliards de francs CFA qui se seraient envolés dans le cadre des fonds destinés à la COVID-19, ainsi que des révélations faites par notre compatriote, le consultant en expertise pétrolière et minière, Alphonse Maboussou. Comme vous le savez, selon Transparency International, le Congo est l'un des pays les plus corrompus du monde. Jean-Pierre Agnan-Ngoy, Enda Diogène Séni et Clément Mirassa, vous annonçons solennellement ce jour le lancement de la signature d'une pétition pour exiger des poursuites judiciaires contre les crimes économiques, les détournements des deniers publics et le siphonnage des ressources du pétrole et des autres ressources. Cette démarche qui devrait contribuer, selon moi, à un vaste rassemblement concerne tant les Congolais de l'intérieur que ceux de la diaspora. Le faisant, la date du 20 mai 2023 sera marquée en lettres d'or pour tous les Congolais qui prendront ainsi l'engagement de réaliser la tolérance zéro en ce qui concerne la lutte contre la corruption dans notre pays. À la suite de ça, nous nous sommes réjouis de ce que une coalition des ONG a porté plainte. Mais comment expliquer qu'au moment où on parle de crise, au moment où on sait qu'il y a eu des excédents budgétaires ou qu'il y a des excédents budgétaires de 14 000 milliards, pourquoi peut-on être silencieux devant une telle situation? Bonjour, Parfait Moukoko. Bonjour Christian Perrin. Merci d'être avec nous sur R7. Vous êtes consultant indépendant, journaliste, président de l'Observatoire congolais des droits de l'homme au CDH. Le 31 juillet 2023, vous déposiez sous le label de la coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers une plainte contre X pour détournement de 14 000 milliards de francs CFA, soit 26 milliards de dollars américains. Alors, Parfait Moukoko, lorsqu'on parle de 14 000 milliards, parce que généralement, lorsqu'on lâche les chiffres comme ça, bah, il y a, je crois, certains Congolais, je sais de quoi je parle, bah, qui se diront, bah, écoutez, 14 000 milliards, bon, ils ont pris, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut, comme qui dirait, en français facile, expliquer aux Congolais ce que peut représenter, ou ce que représente 14 000 milliards? C'est quand même 26 milliards de dollars américains. Effectivement, 14 000 milliards, c'est une somme astronomique, une somme énorme. Et nous sommes sûrs que cet argent est encore quelque part, parce que c'est trop d'argent pour qu'on le dépense aussi facilement. 14 000 milliards représentent 7 années de budget du Congo. 7 années. Est-ce que vous pouvez imaginer que pendant 7 ans, le pays fonctionne sans budget? C'est inimaginable. Donc, c'est de l'argent pour 7 années, de l'argent public pour financer l'enseignement, pour financer l'éducation, pour financer la construction des routes, pour financer tous les services publics et payer les fonctionnaires, payer tous les frais requis par le fonctionnement des institutions publiques. Et c'est une telle somme qui est portée disparue. Disparue parce que personne ne veut dire où est parti l'argent. Pas même le président de la République, qui est le premier qui avait institué ce fonds pour les générations futures. Et personne ne réagit. 14 000 milliards, ça nous éviterait de vivre les coupures de courant actuelles. Ça nous éviterait de voir nos écoles, les enfants dans les écoles, apprendre, suivre des cours assis à même le sol. Et ça nous éviterait d'avoir des hôpitaux mouroirs, parce qu'aller au CHU de Brazzaville, aller dans les hôpitaux généraux, vous verrez, le plateau technique est
est nul. Il n'est pas au niveau espéré. Et ce n'est pas étonnant qu'on entre dans les hôpitaux malades, mais on en sort les pieds devant. C'est des mouroirs. Et 14 000 milliards pourraient nous permettre de résoudre tous les problèmes actuels du Congo en termes de services publics, les routes, les écoles, les conditions d'études des aides des enfants, les salaires, les pensions des retraités. Et tout cela, c'est cela qui représente 7 années du budget de l'État. Et 7 années du budget de l'État a disparu. Mais c'est énorme. Évidemment, vous avez raison de dire que c'est beaucoup trop d'argent d'ailleurs, parce que 7 ans de budget du Congo-Brazzaville, vous avez dit. Donc l'argent qui peut faire fonctionner le Congo pendant 7 ans, c'est quand même beaucoup d'argent, 26 milliards de dollars américains. Et actuellement, on parle de l'état de cessation des paiements au Congo-Brazzaville. J'espère que vous avez suivi le Premier ministre Anatole Koldé Makosso. Et là, on vient de mettre sur pied un groupe de travail ad hoc pour refaire la trésorerie de l'État congolais, alors qu'il y a 14 000 milliards, comme vous avez dit, planqués quelque part. On ne peut pas utiliser ça. On ne peut pas utiliser 14 000 milliards en si peu d'années. C'est très compliqué. Alors, donc, vous disiez que qui dit procès dit aussi financement. Et c'est là que les Congolais doivent, Absolument. en fait, participer. Mais de quelle manière doivent-ils participer? Justement, nous avons, pour le financement, la coalition citoyenne, congolaise citoyenne contre les crimes économiques et financiers a 3 possibilités pour recevoir les contributions des Congolais. Ils ont intérêt à agir parce que c'est dans leur droit. Parce que cela, si les Congolais, nos compatriotes ne le font pas, il faut désormais arrêter de se plaindre de la gouvernance chaotique qu'il y a au Congo aujourd'hui. Si les Congolais ne réagissent pas, il faut absolument cesser de se plaindre des conditions d'études des enfants, des conditions d'accueil et l'état du plateau technique dans nos hôpitaux. Il faut commencer à ne plus parler de l'état des routes et se résigner à ce que la gestion chaotique continue à faire des dégâts. Et pour ce faire, nous demandons, la coalition citoyenne demande le minimum que chacun puisse avoir. Qui 500 francs, qui 1000 francs, qui 100 francs. Si nous sommes 1 million de Congolais, apporter 100 francs, vous voyez ce que nous aurons 100 millions de francs CFA. Rebondissement sur l'affaire des 14 000 milliards destinés aux générations futures. L'Observatoire congolais des droits de l'homme et le Mouvement pour la culture citoyenne, sous le label de la Coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers, crient au détournement et au pillage de cette somme enregistrée pendant la période d'embellie financière qu'avait connue le pays. Les organisations de la société civile lancent de ce fait des poursuites judiciaires avec en perspective une plainte contre X pour détournement et pillage présumé au tribunal de grande instance de Brazzaville. Cette plainte est la réponse raisonnable de nos organisations à l'interpellation adressée à la société civile congolaise en vertu de sa capacité juridique à rester en justice, suivant les termes de la pétition citoyenne en circulation au Congo et à travers le monde, pour exiger des poursuites judiciaires contre les crimes économiques et financiers. Somme affectée au compte de stabilisation domicilié à la Banque des États de l'Afrique centrale, dont l'ouverture a été annoncée le 12 août 2006 par le président de la République du Congo devant le Parlement réuni en congrès. Cette recette est due aux excédents budgétaires suite à la hausse des prix du baril de l'or noir à cette époque. Selon les autorités congolaises, une partie de cet argent aurait servi de maintenir les équilibres financiers en phase avec le fonctionnement et les réalisations du gouvernement. D'autant que le président de la République avait déclaré le 12 août 2006, il avait reconnu que compte tenu de la situation financière qui s'est améliorée à cause de la hausse significative des prix des carburants, notamment du pétrole, nous dégageons des excédents. Que ces excédents devaient être déposés dans un compte de stabilisation à la Banque centrale. Qu'aucun franc ne sortirait de ce compte sans la moindre loi rectificative des finances et que la Cour des comptes et des disciplines budgétaires réaliserait chaque année un audit qui allait être rendu public. Pourquoi depuis 2006 jusqu'à ce jour, pendant 18 ans, aucun audit n'a été réalisé? Qu'est-ce qui se passe réellement?
C'est véritablement de la mauvaise gouvernance. Comment les gouvernants peuvent expliquer cela? Alors qu'avec 14 000 milliards, on aurait pu trouver beaucoup de choses à faire. On aurait pu trouver les voies et moyens de régler, par exemple, un problème aussi important que j'ai soulevé tantôt, c'est-à-dire celui de la dette. Le deuxième cas que je vais évoquer là-dessus, que les Congolais connaissent aussi, ce sont les malversations au fonds de soutien à l'agriculture. Et on soulève ce problème, pourquoi? Mais parce que c'est le président de la République qui, lors de son message sur l'état de la nation en 2017, déclare que des fonds importants ont été débloqués pour le secteur de l'agriculture, mais pour des résultats mitigés. Et nous avons été très heureux que immédiatement le procureur de la République se soit saisi de cette déclaration du président de la République pour instruire la direction générale de la surveillance du territoire afin qu'elle mène une enquête pour essayer d'élucider, de trouver et d'expliquer les raisons de ce dysfonctionnement. La direction générale de la surveillance du territoire a fait son travail. Les conclusions ont été trouvées. Il y a des gens qui ont contacté des prêts ou des crédits dans cette structure qui n'ont jamais remboursé. Ils sont connus. Un délai leur a été donné pour qu'ils remboursent jusqu'au 30 avril 2018. Et s'ils ne remboursaient pas, ils devaient être interpellés et présentés au parquet. Expliquez-moi pourquoi depuis, personne, absolument personne. Et ça me fait penser à la première déclaration que j'ai faite, où le président de la République a épinglé les gouvernants. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi ce comportement curieux? Pourquoi peut-on tolérer ce genre d'abus? Et c'est extrêmement, extrêmement grave. Maintenant, je vais passer au troisième cas. Le troisième cas, ce sont les révélations des Panama Papers. Et aussi longtemps que ces problèmes ne seront pas résolus, nous ferons l'effort de revenir là-dessus. Les Panama Papers sont révélés quoi? Les Panama Papers sont révélés que 6 Congolais détiendraient près de 5 500 milliards dans les paradis fiscaux. Le plus riche d'entre eux détiendrait plus de 2000 milliards. Et le plus pauvre d'entre eux, bien sûr, détiendrait 20 milliards. Et il faut se poser la question sur l'origine et la traçabilité de cette fortune. Parce que nous connaissons nos parents. Il n'y en a pas qui ont été industriels. D'où sort cet argent? La réponse qui peut être logique, c'est de dire, ça sort du trésor public. Et je vais vous donner un élément de comparaison. La reine Elisabeth II d'Angleterre, après 70 ans de règne, a laissé une fortune certes colossale de 370 millions de livres sterling, équivalent aujourd'hui à pratiquement 290 milliards de francs CFA. Donc vous voyez que la reine d'Angleterre a laissé une fortune colossale de 290 milliards de francs CFA. Milliards de Congolais qui ont peut-être autour de 60 ans, 50 ans, qui possèdent des fortunes de l'ordre de 2000 milliards. Comment ils ont fait? Et pour essayer d'illustrer ça, nous avons fait un petit calcul sur la base des informations que nous avons. Nous avons pris le cas du Premier ministre congolais. Il gagnerait 25 millions. Au bout d'un an, il aurait engrangé 300 millions de francs. Au bout de 10 ans, il aurait engrangé 3 milliards. Au bout d'un siècle, mais qui peut être Premier ministre pendant un siècle dans ce pays? Au bout d'un siècle, il aura engrangé 30 milliards. Mais expliquez-moi alors comment il y a des Congolais qui ont pu emmagasiner une fortune de 2000 milliards de francs CFA, sinon plus. Et la conclusion, la déduction devrait être logique. Nous savons ce qui s'est passé au royaume d'Arabie Saoudite pour récupérer ces sommes.
Nous savons comment l'Angola à côté de nous se démène pour récupérer ces sommes. Nous savons comment le Gabon a commencé à récupérer les sommes qui ont été dilapidées. Nous savons comment le Nigeria se bat. Dites-nous comment le Congo peut, dans sa situation actuelle, ne pas chercher à récupérer cet argent et à être complètement silencieux. C'est là où nous disons même que généralement, on s'acharne sur les opposants avec un chef d'accusation qui leur est trouvé. C'est l'atteinte à la sécurité d'État, alors que pour les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers, on ne fait absolument rien. Et j'ai tenu à vous en donner quelques détails pour qu'on se rende compte et pour qu'on s'interroge sur la responsabilité des gouvernants, sur la situation qui est la nôtre dans ce que nous vivons. Maintenant, nous allons passer à un autre cas. Là aussi, vous le connaissez. C'est le détournement d'une somme de 9 milliards de francs CFA, représentant les pensions à la CREF des mois de novembre et décembre 2016. Et dans une déclaration qu'il a faite, qui a été reproduite par quelques médias, parmi lesquels le Patriote, parmi lesquels les Dépêches de Brazzaville et autres, en septembre 2018, le directeur général a reconnu que l'argent a été bien vidé dans un compte de la CREF à la LCD. Mais il ajoute qu'il a été porté disparu. Vous vous rendez compte quel est ce type de pays où on peut déclarer que 9 milliards ont disparu des comptes d'une banque? Ce n'est pas possible avec la modernité actuelle, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans une banque, ce n'est pas possible. Ça veut tout simplement dire qu'on a choisi de protéger les responsables des scandales, crimes économiques et financiers. Est-ce que c'est normal qu'on puisse en arriver là? Est-ce qu'on devrait vivre ça dans un pays comme le Congo? Moi, je dis que c'est inacceptable. Mais je passe à un autre cas. C'est la déclaration le 9 décembre 2023 du président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, qui reconnaissait que sa structure avait mené des enquêtes et des investigations auprès de 30 structures, qui a promis qu'ils allaient délibérer et en publier les résultats, parce qu'il avait en plus reçu des plaintes et des dénonciations. Et il disait que on allait délibérer et publier les résultats pour aller ensuite vers la saisine au niveau de la justice. Figurez-vous que depuis, rien n'a bougé. Donc, il détient ces éléments par des vernis. Ça veut encore dire quoi? Pourquoi protège-t-on les responsables des scandales et crimes économiques et financiers? Ne sait-on pas qu'en le faisant, on plonge les Congolais dans davantage de misère, dans davantage de souffrance? Et moi, j'aime à revenir là-dessus, notamment avec la déclaration du président, puisque le président lui-même a dit, je peux prendre un à un, dire, je t'avais placé là, tu as volé. Donc, il le sait. Mais pourquoi on est silencieux sur ce genre de problème? Maintenant, je passe à un autre dossier. C'est la déclaration faite par un honorable député en pleine assemblée. Déclaration selon laquelle de l'argent aurait été débloqué pour une route imaginaire de 137 km. Pourquoi ce genre d'informations ne sont pas suivies? Pourquoi elles ne sont pas approfondies? Est-ce que c'est normal lorsqu'on parle de l'argent du contribuable congolais? Je dis non. Pourquoi ce comportement? Et vous prétendez exécuter un projet de société qui s'appelle Ensemble, poursuivons la marche, c'est-à-dire la marche vers le développement. Vous pensez vous développer en tolérant en même temps la corruption, la fraude, la concussion, les détournements des deniers publics? Donc, j'ai tenu à essayer de refaire cette revue avec cet échantillon pour que vous vous rendez compte. Mais que ces cas sont nombreux. Parce qu'à cela, je peux vous ajouter le dossier du FIGA, que les Congolais connaissent. Je peux vous ajouter le dossier des 160 milliards qui ont été détournés entre 2020
mai 2022, au ministère de la Santé et de la Population. Je peux vous ajouter les 25 milliards injustifiés, toujours au ministère de la Santé, dans le cadre de la pandémie de la COVID-19. Et on peut continuer comme ça. Si on va en Suisse avec Gonvo, si on va voir, mais les dossiers, ils sont extrêmement nombreux. Et après, les gouvernants sont surpris. Ils viennent devant nous dire que les caisses sont vides. On ne peut pas payer les gens. Ils essaient de, je dirais, ils grimacent. Ils essaient de monter ce qu'ils appellent les commissions ad hoc pour renflouer la trésorerie. Et visiblement, c'est difficile puisque lorsqu'on prend la grogne et la fronde actuelle, on se rend compte que ça ne va pas du tout, que ça va extrêmement mal. Ça va d'autant plus mal que les Congolais sont convaincus, que les gouvernants savent comment on peut apporter des solutions à ce problème. Mais pourquoi reste-t-il indifférent à la misère et à la souffrance des Congolais? Mais pour clore sur ce chapitre, je vais dire que c'est dommage pour le Congolais, parce qu'il y a une jurisprudence. Et notamment les jeunes doivent être très bien informés sur cette jurisprudence. Là, le premier élément de la jurisprudence que je vais apporter, c'est de dire que le 15 août 1963, le président Goudou a démissionné. Je ne vais pas revenir sur les événements qui l'ont conduit à la démission. On a appelé la révolution des Trois Glorieuses. Bon. Et quand il a démissionné, les Congolais ont entonné un chant qui passait régulièrement sur les antennes de Radio Congo, c'était que Goudou a tout volé, nous bâtirons de nouveau, suffit la liberté, Congo. On avait le sentiment, et au plan africain, on avait le sentiment que ça donnait de l'espoir. C'est-à-dire que c'est une option que nous avons prise pour lutter contre la corruption, pour lutter contre les vols, pour lutter contre les détournements de deniers publics et autres. Et je dois dire que le président l'abbé Fulbert Goudou a été jugé en juin 1965 par un tribunal populaire. Il l'a condamné par contumace à mort, entre autres pour détournement de deniers publics. Mais posons-nous la question, les vols sont-ils terminés aujourd'hui? Pour beaucoup de Congolais, on vole plus aujourd'hui que sous l'époque de Goudou. Encore qu'il faut que les gouvernants prennent la responsabilité un jour d'établir pour les générations qui viennent les véritables cas de détournement qui ont été reprochés au président l'abbé Fulbert. Parce que c'est ça aussi l'histoire. Mais aujourd'hui, les cas sont déjà connus et ils sont extrêmement nombreux. Et ça, il s'agit d'un chef de l'État. Il s'agit d'un père de l'indépendance. Le deuxième cas que je vais évoquer en termes de jurisprudence, c'est le cas du président du général Jacques-Joachim Yombi Opango, qui a été accusé de beaucoup de faits, de mépris du peuple, d'un goût immodéré pour les biens matériels, pour une propension irrépressible à la prodigalité et à la gabégie. Il a même été accusé de haute trahison. Le président Yombi a été enfermé pendant 11 ans sans jugement. Il a été libéré après, suite à une décision politique. Mais comment expliquer qu'on ait pu, à l'endroit des hautes personnalités, avoir ce comportement? Et aujourd'hui, il y a beaucoup de Congolais qui sont dans les vols, qui sont dans la police, qui ne sont nullement inquiétés. J'ose espérer, puisque nous approchons le 28 novembre, que le président de la République, le chef de l'État, aura l'occasion de nous en donner quelques explications, parce que les Congolais sont véritablement préoccupés par cette situation. Le troisième cas, c'est celui du président qui a été démocratiquement élu en 1992, puisque nous reconnaissons que c'est la seule élection libre, démocratique et transparente qui a été organisée dans ce pays. Mais il faut que les gens sachent que le président Pascal Lissouba a été jugé avec 4 de ses ministres pour l'affaire Oxy, dont le montant s'élevait à 150 millions de dollars, c'est-à-dire près de 90 milliards de francs CFA. Le président Lissouba a été condamné
à 30 ans de travaux forcés et a payé une amende de 25 milliards de francs CFA. Mais ce qu'il faut retenir de ce procès, quand on s'intéresse aux archives, ce qu'il faut retenir de ce procès, c'est que le procureur général de la République, à cette occasion, que Dieu ait son âme, il s'agit du défunt Gabriel Nchaïbia, a déclaré qu'il s'agissait d'un procès contre la malgouvernance, contre les intellectuels arrogants. Et il a pensé que la justice devait se faire lorsqu'il était avéré que des dirigeants en fonction s'étaient rendus coupables de certains actes de mauvaise gestion. Mais aujourd'hui, ces actes sont dénoncés. L'Amir Nguele en a dénoncé. Aujourd'hui, on en dénonce quelques-uns. Il y a même des gens qui ont passé et séjourné quelque temps à la CID, qui ont été relaxés, non pas parce qu'ils sont innocents, mais parce qu'il y a eu des interventions pour qu'ils soient libérés. Est-ce que c'est sérieux que l'on puisse faire les choses de cette manière? Donc, je conclue cette partie avant d'aborder l'autre partie en disant, c'est dommage. Il faut que nous soyons sérieux. On ne peut pas parler de développement et tolérer la corruption, la concussion, le détournement des deniers publics, la fraude et les autres. Sinon, nous nous mentons à nous-mêmes et ce n'est pas sérieux. Je crois que le bilan de la gestion de ces dernières années sera fait et je crois qu'on aura l'occasion d'en tirer les leçons. Pas seulement d'en tirer les leçons, mais d'en tirer les conséquences. Parce que ce qui apparaît clairement, c'est que les gouvernants actuels ont choisi à ces niveaux de protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers. Ils se sont enrichis en appauvrissant l'État, en enfonçant les Congolais dans la misère et dans la pauvreté. Et les gouvernants trouvent ça tout à fait normal, puisqu'ils circulent librement. Et vous avez entendu, par exemple, dire Clément Mirassa est menacé de mort, tout simplement parce qu'il utilise la liberté qui lui est donnée d'expression à partir de l'article 25 de notre Constitution, et il peut s'exprimer. Donc, vous voyez comment on fait 2 poids, 2 mesures, une justice à 2 vitesses, mais qui s'acharne terriblement sur les opposants. Maintenant, le point suivant que je vais évoquer, c'est la réduction du train de vie. Et parlant de ce point, je vais revenir toujours en me référant aux archives. En me référant aux archives, j'ai découvert que de 1960 à 1963, le déficit budgétaire du Congo était de 2,4 milliards de francs CFA. Et pour assainir les finances de notre pays à cette époque, des mesures drastiques avaient été prévues, parmi lesquelles la suppression des véhicules pour les chefs de service. Il y avait d'autres aspects également qui peuvent être évoqués, comme le non-remboursement des frais d'émission ou le blocage des avances. C'est pour l'époque, c'était des mesures extrêmement dures, extrêmement drastiques. Mais aujourd'hui, quand on prend l'avant-projet du budget de l'année 2025, qu'est-ce que nous découvrons? Nous découvrons une fois qu'on a fait, on a dit que ça dégage un solde budgétaire. Mais quand on va à la fin, on dit quoi? On dégage. On a un gap de financement résiduel de près de 105 milliards 600 millions qu'il faut financer. Et je souligne toujours, quand je lis la phrase qui consiste à dire, ce gap sera financé par les partenaires techniques et financiers ou par d'autres financements. Mais que diable! Qu'attendons-nous de la réduction du train de vie? Un ministre, le premier ministre congolais gagne 25 millions. Je m'excuse, je ne connais pas combien gagne le président congolais. Je n'ai jamais été référence. Donc, je m'appuie sur la référence pour laquelle j'ai souvent eu l'information, celle du premier ministre. 25 millions de francs CFA. Le ministre d'État, je dirais, gagne 17 millions, qui se compose en 15 millions au niveau des salaires et 2 millions d'indemnités de logement. Le ministre gagne pratiquement 12 millions et 511 millions de salaires, 1 500 000 d'indemnités de logement. Est-ce qu'il est normal que l'on puisse rester insensible
la souffrance et à la misère des Congolais, pour que l'on ne réduise pas le train de vie de l'État, tant du point de vue de la réduction des conditions de rémunération que de réduction des effectifs. Est-ce que le Congo ne peut pas tourner avec un gouvernement, avec 26 ministres? Est-ce que nous ne pouvons pas tourner avec un gouvernement de 26 ministres? C'est possible. Est-ce que nous pouvons continuer à payer les responsables et les membres de toutes nos institutions au niveau actuel? Nous disons, nous n'en avons plus les moyens. Et à chaque fois, je suis surpris qu'on parle de la résilience des Congolais. Mais lorsqu'on parle de la résilience des Congolais, on ne parle pas des efforts que les gouvernants actuels devraient faire pour qu'on aille. Et je vous donne quelques informations. Je crois les avoir déjà données au cours d'une émission. Le premier ministre d'un pays aussi peuplé, aussi grand, aussi bien situé au plan économique mondial que la Chine, le président de la Chine gagne par mois 1,50 million francs CFA. Le premier ministre indien, l'Inde qui est aujourd'hui le pays le plus peuplé du monde, qui a surpassé la Chine, le premier ministre indien gagne par mois 1,450 million francs. Le président Poutine gagne, d'après les informations que nous avons à travers l'Internet, gagnerait 6 900 000 francs. Le premier ministre congolais gagne en fait plus que le président des États-Unis. Il faut dire que nous sommes véritablement ambitieux. Dans un pays où les SMIC, tel que le gouvernement l'a annoncé, je m'étais trompé en disant 12 000, c'est 72 500, mais c'est 70 400 francs CFA. Le président sénégalais, plus proche de nous en Afrique, le jeune Bassirou Diomaye Faye, il gagne 4 800 000. Le premier ministre Sonko gagne 4 300 000. Au Sénégal, le ministre d'État gagne 4 millions. Le ministre gagnerait, semble-t-il, près de 3 millions. Comment expliquer que lorsqu'on parle de la réduction du train de vie de l'État, les gouverneurs congolais sont insensibles à tout ce qui se passe? Ils ne savent que venir développer des théories pour dire qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Mais une partie de l'argent qui devrait être dans les caisses, c'est détenu par eux. Regardons ce qui s'est fait au Ghana, où le président Nana Akufo-Addo a réduit les salaires des gouvernants, et y compris des responsables des institutions, de 30%. Regardons ce qui s'est passé au Nigeria, où le président Tinubu a réduit le salaire, son salaire et celui des membres du gouvernement et celui des responsables des institutions de 50%. Au Congo, si nous réduisons le salaire des responsables de 60%, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le premier ministre qui gagne 25 millions gagnerait 10 millions. Avec 10 millions, ce n'est pas un gros salaire pour le niveau de développement du Congo. On devrait faire la même chose pour les ministres, pour les députés, pour les sénateurs. Cet argent servirait à régler les problèmes de la crise. Alors tous les jours, non, on va se référer aux partenaires techniques et financiers, on va se référer. Il faut arrêter avec cette vision. Le pays est en crise et il est anormal. J'ose espérer que dans son message du 28 novembre, le président de la République abordera cette question parce que les Congolais, il faut qu'on le lui dise, sont mécontents du comportement de leurs dirigeants, de leur indifférence par rapport à leur souffrance et de ce qu'ils ont choisi de s'enrichir indéfiniment en appauvrissant l'État et en plongeant la majorité des Congolais dans la misère et dans la souffrance. Alors aujourd'hui, comment vit le Congo-Brazzaville? Ce pays est particulièrement bien doté en ressources naturelles. D'abord, les ressources hydrographiques. Il y a 2 bassins fluviaux principaux, celui du fleuve Congo et celui du fleuve Kwilu-Nyari. Et de ce fait, les ressources renouvelables d'eau douce par habitant sont évaluées à 53 000 m3 par habitant, ce qui est considérable. Pour vous donner un ordre de grandeur, en France, la disponibilité moyenne par an par habitant en eau se situe autour de 3 000 m3. Donc, beaucoup d'eau au Congo. Il y a ensuite la forêt équatoriale. Elle couvre 22 millions d'hectares,
soit les 2/3 du territoire. On y trouve des essences précieuses et semi-précieuses, telles l'okoumé, le sapelli, le limba notamment, dont les coupes sont largement exportées. Il y a aussi les ressources minières, d'importantes réserves de minerais de fer estimées à plus de 10 milliards de tonnes, soit à peu près 6% des réserves mondiales. On trouve également des mines de diamants, de cuivre, d'or. Et puis enfin, il y a le pétrole, presque exclusivement situé en offshore, avec une production d'environ 300 000 barils par jour en 2012. Dans le rapport annuel de British Petroleum, le Congo est le 6e producteur de pétrole en Afrique. Or, toute l'économie congolaise repose sur cette production et sur le raffinage, puisque le pétrole et ses dérivés représentent à la fois 90% des exportations du pays, 70% du PIB et 75% des recettes budgétaires. Donc on mesure ainsi le très grand niveau de dépendance par rapport au pétrole. Bien, voilà donc un pays riche, mais pas ses habitants, car la moitié de la population du Congo vit avec moins de 1,25 $ par jour en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire sous la barre du seuil d'extrême pauvreté défini par la Banque mondiale. 1/3 de la population du Congo est sous-alimentée. Et cette situation est d'autant plus paradoxale que le pays dispose d'un réseau hydrographique dense, on l'a vu, et de 10 millions d'hectares de terres arables. Sauf que seulement 2% de ces terres arables sont cultivées. Et le Congo doit même importer la majorité de ses denrées alimentaires. Blé, farine de blé, volaille en provenance de l'Europe, viande en provenance du Tchad, légumes en provenance de la RDC et du Cameroun. Il y a donc un manque d'investissements nationaux dans le secteur agricole. Le dernier point que je vais aborder de ce point de vue, c'est l'application de la loi. Je ne parle pas de n'importe quelle loi. Je parle de la loi 4/2019 du 7 février 2019 relative à l'obligation de déclaration du patrimoine par tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique. Et nous savons de ce point de vue que l'article 55 de la Constitution du 25 octobre 2015 dit clairement que tout citoyen congolais élu ou nommé à une autre fonction publique est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et à la cessation de celle-ci. C'est une disposition constitutionnelle. Comment expliquer que depuis 2002, aucun d'eux n'a daigné déclarer son patrimoine conformément à la loi, c'est-à-dire principalement la Constitution. Même les tribulations qui ont eu lieu en 2021 avec le Colonel Makosso, mais le Colonel Makosso était ministre depuis 2011. Donc de 2011 à 2021, il n'avait déjà pas déclaré son patrimoine. Et il faisait comme s'il prenait le service en 2021. Mais même ce qui s'est fait ne s'est pas fait conformément à la loi. Et curieusement, dans cette loi que j'ai citée, il y a un article 12 qui dit qu'il y a des sanctions qui sont prévues pour les cas de non-déclaration de patrimoine, pour les cas de dissimulation de patrimoine, pour des cas de déclaration fausse, et que les personnes concernées peuvent perdre jusqu'au quart de leur patrimoine. Figurez-vous, regardez le nombre de ministres, regardez le nombre de personnes qui devraient faire la déclaration du patrimoine. Mais si on devait se référer à la loi, si on devait appliquer la loi, est-ce que les caisses seraient vides? Mais c'est un moyen de les renflouer. Alors, lorsqu'on vient nous dire les caisses sont... Non, les gouvernants veulent que les caisses soient vides. Les gouvernants veulent que les Congolais soient dans la misère et dans la souffrance. Et ça, ce n'est pas du tout normal. Il faut qu'ils aient l'occasion de l'expliquer. Je pose la question pour que le président y apporte la réponse dans son message sur l'état de la nation. Pourquoi les gouvernants congolais ont choisi d'enrichir sur la base des finances publiques une petite minorité? Pourquoi ils ont choisi une très mauvaise répartition de la richesse nationale? Et le faisant, ils ont plongé la majorité de la population
dans la misère et dans la souffrance. Et à chaque fois, on vient parler, on félicite les Congolais pour leur résilience. Mais la situation du Congo, il faut le dire, s'explique par la mauvaise gouvernance. Où est passé l'argent du Congo? Où est passé l'argent du pétrole? Où est l'argent des mines? Où est l'argent des forêts? Mais le Congo est un pays riche. Comment expliquer que nous soyons dans la situation de dénuement total dans laquelle nous nous retrouvons? Donc, voilà, chers compatriotes, c'est pour ça que je vous ai dit que la thématique d'aujourd'hui, c'était de nous poser la question pourquoi? Et on peut poser comme ça indéfiniment un certain nombre de questions, mais pour arriver à la conclusion, j'ai tenu à vous faire une que nous traversons depuis plus de 10 ans une grave crise multidimensionnelle. Les gouvernants n'ont pas été capables d'y apporter la solution, mais les gouvernements ont une grande part de responsabilité. Non seulement à cause de la mauvaise gouvernance, mais en plus à cause de leur manque d'amour pour les Congolais. Parce que les pistes de résolution de ces problèmes existent. Je vous en ai donné quelques-unes. La lutte contre la corruption est la plus sérieuse. Elle, celle qui devrait nous rapporter gros sur la base, non pas des fausses accusations, mais sur des dossiers bien connus. Et j'ai essayé de vous donner le contenu d'un certain nombre de dossiers. Comment comprendre que dans notre situation actuelle, les gouvernants n'osent pas aller à la réduction du train de vie de l'État? Ils se moquent des Congolais. Parce que je vous assure, gagner 25 millions lorsque le SMIC a 70 400 francs, c'est-à-dire que vous avez pratiquement près de 350 fois le SMIC, on devrait être gêné et de prendre la parole sur les Congolais pour parler de la crise, etc. Et tout ça. Non. Mais lorsqu'on n'est pas capable d'apporter les solutions appropriées, je crois qu'il faut trouver, nous faire appel à l'intelligence. Et les Congolais ont l'intelligence de faire. À l'époque, nous avons souhaité qu'on aille aux États généraux ou qu'on aille à un dialogue national. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'à 509 jours, je ne pense pas me tromper. Nous sommes à près de 509 jours de la fin du mandat du président de la République. Est-ce qu'on peut encore parler de dialogue avec des idées de transition, etc., sauf si on se place dans un cadre anticonstitutionnel, mais je ne voudrais pas me placer dans ce cadre. Je trouve que cette hypothèse aujourd'hui est largement dépassée. Et je pense, lorsqu'on se réfère au calendrier de l'année 2026, j'ai cru percevoir, je ne sais pas si je me suis trompé, qu'on me corrige, que l'élection présidentielle, si elle a lieu à la date constitutionnelle prévue, elle devrait avoir lieu le 15 mars 2026. Et la fin du mandat du président, c'est le 16 avril 2026. Donc, vous voyez bien que lorsqu'on prend la période de fin de mandat et la date de l'élection, pour la date de l'élection, on est pratiquement autour aujourd'hui de près de 470 jours. Et il ne reste plus beaucoup de temps. Donc voilà, chers compatriotes, ce que j'ai tenu à relever. Mais je dis, et je m'adresse aux Congolais, la grande responsabilité nous appartient aux Congolais. Parce qu'il faut que nous prenions conscience que nous devons prendre le destin du Congo entre nos mains. Ce n'est ni le Fonds monétaire international, ni les BRICS, ni la CEMAC, ni les autres pays qui viendront développer notre pays. La responsabilité du développement, le Congo, nous revient et prioritairement. Il faut que nous assumons notre responsabilité. Donc, c'est à nous d'assumer notre responsabilité. Donc, chers compatriotes, j'ai tenu à échanger avec vous sur ces problèmes. Mais nous y reviendrons parce que nous sentons que depuis qu'on parle de cette affaire de lutte contre la corruption, depuis qu'on parle de la protection
des responsables des scandaleux crimes économiques et financiers, on a le sentiment que le gouvernement est sourd. Il ne se préoccupe pas de ça. Et ils se disent, puisque c'est nous-mêmes qui nous enrichissons, pourquoi nous allons remettre ce système en cause? Mais ce système doit être remis en cause. Et il est bon. Je crois, lorsqu'on parlera de l'élection, je crois que j'ai vu qu'il y a beaucoup de Congolais qui ont commencé à annoncer leur candidature. J'ose espérer que parmi eux, il y en aura qui penseront que nous allions véritablement vers une vision de changement et de rupture. La vision actuelle, elle est dépassée. Elle a amené le pays dans la catastrophe. Elle a amené le pays dans le drame. Elle a amené le pays dans le chaos. Et je vous rappelle, et je vous rappellerai assez souvent, ce qu'un responsable du Parti congolais du travail a déclaré hors de ce pays sur le bilan en disant que ça n'allait pas. Le pays ne marche pas. Le président ne travaille pas bien. Les Congolais ne l'aiment pas. Ne comptez pas sur l'image qu'il donne à l'extérieur. Bon, mais la partie que je ne partage pas, c'est là où on dit il faut que nous conservions. Mais moi, je dis, il faut que nous allions à une vision de changement et de rupture. Parce qu'il faut le dire. Il faut être honnête, je le dis. Et j'assume ce que je dis. Le président Denis Sassou Nguesso et le Parti congolais du travail, qui ne sont ni l'un ni l'autre en conformité avec la loi, n'ont pas eu de vision pour ce pays. Ils n'ont pas de vision. Je crois qu'il faudrait que le moment vienne que les Congolais en tirent toutes les conséquences. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous au samedi 30 novembre. Excusez-nous, ce jour-là, s'il y a un petit décalage, je ne sais pas comment les choses se présenteront, mais nous souhaitons tenir compte du message sur l'état de la nation qui sera fait, je pense bien, comme ça avait été retenu le 28, et j'espère que ça n'aura pas d'implication sur un grand temps, mais si jamais il y a une implication, je vous présente d'avance toutes nos excuses, mais nous veillerons à ce que l'émission Grand Angle puisse être diffusée. Donc, encore une fois, je vous remercie pour votre aimable attention et vous souhaite rendez-vous à la prochaine fois. À bientôt. Merci pour votre fidélité.